Oui, bonjour. Donc voilà, je vais vous faire une petite correction orale du TD qu'on aurait dû faire jeudi 19 mars. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas trop stressés et que finalement personne n'a été contaminé par le virus, que vos proches vont bien. Donc le dernier TD qu'on devait faire était en lien avec le cours sur les méthodes alternatives aux pesticides. Donc je vous avais parlé des organismes génétiquement modifiés, des plantes génétiquement modifiées, et notamment des plantes qui sont résistantes à des insectes en produisant en fait des toxines qui proviennent de bactéries, des bactéries de Bacillus thuringiensis. Et donc ces plantes génétiquement modifiées expriment une endotoxine qui est codée par les gènes CRI. Et cette endotoxine permet de faire des trous dans la paroi du tube digestif de l'insecte et induit leur mort. Et donc, un des moyens finalement pour éviter d'appliquer des insecticides, c'est de faire en sorte que ces plantes expriment dans toutes leurs cellules ce gène CRI pour que les toxines soient produites naturellement par les plantes. Donc on peut voir ça comme une méthode alternative aux pesticides, même si on a vu que finalement ça marchait pas trop puisqu'il y a des insectes qui vont devenir finalement résistants et qu'on va devoir utiliser d'autres pesticides. Donc là, l'idée c'était de revenir un peu sur les différentes méthodes de transgénèse, parce que c'est des méthodes que vous connaissez peu vu votre formation plus généraliste. Et donc ça fait appel à vos connaissances de biologie moléculaire de l'année dernière. Donc l'énoncé était le suivant. Nouvellement embauché dans la firme multinationale leader dans le domaine des OGM, Monsanto, vous êtes chargé de développer un chou transgénique résistant à deux espèces, une espèce de papillon qui est un lépidoptère et une espèce de mouche qui est un diptère. Et donc il fallait replacer les différentes étapes que vous aviez dans vos vignettes dans l'ordre pour pouvoir obtenir ce chou transgénique. Alors la première chose à faire, c'était de sélectionner finalement quelle endotoxine vous alliez faire exprimer à vos plantes. Donc pour ça, il fallait utiliser le fait qu'on cherchait à protéger contre deux types d'espèces, des lépidoptères, les papillons, et des diptères, la mouche. Et donc finalement, la seule endotoxine qui permet de lutter contre ces deux, c'est l'endotoxine CRI2A. Donc il fallait choisir le gène CRI2A. CRI2, ça suffisait déjà, qui fait 150 paires de bases. Donc ça c'est important pour pouvoir vérifier qu'on a obtenu le bon gène lors de l'amplification génétique par PCR. Donc les étapes, en fait, je vous les ai remis dans l'ordre. Voilà. Donc la première chose que vous allez faire, c'est sélectionner la souche qui vous intéresse, qui va contenir dans son génome le gène CRI2A. Et donc d'après le tableau que vous aviez avant, je l'ai entouré, en fait la souche, c'est la souche Kurstaki, donc il faut faire un élevage de cette bactérie-là, Bacillus thuringiensis souche Kurstaki, et ensuite vous allez faire une amplification par PCR en utilisant des amorces qui sont spécifiques du gène CRI2A pour pouvoir donc isoler ce gène qui nous intéresse. Et ensuite, on vérifie qu'on a bien amplifié ce gène d'intérêt en faisant une PCR et ensuite une électrophorèse. Donc, je vous rappelle que la PCR, ça permet de photocopier un gène d'intérêt dans le génome d'une espèce. Et ensuite, l'électrophorèse va permettre de faire migrer en fait ces bouts d'ADN en fonction de leur taille. Plus ils migrent loin, plus ça veut dire qu'ils ont une petite taille. Et donc on peut utiliser un marqueur de poids moléculaire pour identifier des fragments de différentes tailles. Là, on a fait migrer le fragment qui a été amplifié et on voit qu'il migre à un marqueur de poids moléculaire de 750 paires de bases. Donc ça correspond bien au gène CRI2A. Une fois qu'on a identifié ce gène CRI2A, en fait, on va insérer ce gène dans un plasmide que l'on peut acheter en fait dans le commerce, un plasmide purifié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligation, c'est-à-dire qu'on va couper le plasmide. Donc je vous rappelle que le plasmide, c'est de l'ADN circulaire. On va le couper et au niveau de la coupure, on va faire greffer en fait le fragment d'ADN qui correspond au gène CRI2A. Et donc cette greffe au sein du plasmide qui a été coupé, c'est ce qu'on appelle une ligation. Donc ensuite, ce plasmide transformé qui contient le gène CRI2A, on va l'insérer dans une bactérie qui normalement ne le contient pas. Donc là, on n'injecte pas que le gène, on injecte le gène plus le plasmide.
un plasmide qui a un nom un peu particulier, ça s'appelle PCR2.1 topo, donc ça il y a des catalogues sur internet qui vendent des plasmides. Et donc le fait de faire rentrer un plasmide dans une bactérie, c'est ce qu'on appelle la transformation. On va faire des trous dans la membrane et dans la paroi des bactéries pour que l'ADN, en l'occurrence le plasmide que l'on va mettre dans le milieu de culture des bactéries, rentre dans leur cytosol. Et ensuite, on va faire un traitement pour refermer ces trous de telle sorte que les bactéries vont pas en permanence se remplir d'ADN. Et donc, on va vérifier si les bactéries ont bien récupéré ce plasmide, si elles ont bien intégré ce plasmide. Alors, comment on fait? On utilise un gène de sélection. Alors, si vous regardez le plasmide PCR2 topo, en fait, il contient les gènes qui permettent une résistance à 2 antibiotiques, la pénicilline ou la kanamycine. Donc, ça veut dire que si les bactéries intègrent ce plasmide, elles vont devenir capables de pousser sur un milieu avec de l'ampicilline et de la kanamycine, chose que des bactéries qui n'ont pas été transformées sont incapables de faire. Donc les bactéries Escherichia coli non transformées, si je les étale sur de la kanamycine, il n'y en a aucune qui pousse. Par contre, si je transforme ces bactéries Escherichia coli avec un plasmide PCR2 topo qui contient ces gènes de résistance à la kanamycine, et donc probablement le gène ligué, c'est-à-dire le gène Cri2A, on va avoir certaines colonies qui vont avoir intégré certaines bactéries, qui vont générer des colonies, qui vont avoir intégré ce plasmide, et donc on va avoir des souches transformées. Donc on va récupérer un point, c'est-à-dire une colonie, et on va les mettre en culture. Et ça va permettre de multiplier en fait ces bactéries qui contiennent le plasmide PCR2 topo modifié, donc avec le gène Cri2A. Et donc en même temps qu'elles se multiplient, elles multiplient leur plasmide, et donc ça va permettre d'amplifier, c'est-à-dire de multiplier le nombre de copies du gène Cri2. Une fois qu'on a terminé cette culture et cette amplification, on va tuer les bactéries, on va extraire l'ADN plasmidique uniquement, qui contient donc le gène Cri2. Et on va vérifier que le gène Cri2 est bien inséré, c'est-à-dire qu'il est contenu dans le plasmide PCR2 topo. Donc là, pour ça, il faut se référer à la carte du plasmide. Donc ici, vous avez les différents gènes qui sont portés par le plasmide. Et il y a une zone sur laquelle on zoome. Et cette zone, ça vous montre la séquence du plasmide dans lequel a été inséré le produit PCR. Donc Cri2A, c'est le PCR product. Donc à côté, vous avez les sites des enzymes de restriction que vous avez là. Et vous voyez que si je coupe mon plasmide avec du coup l'enzyme de restriction EcoR1, donc je vous rappelle, des enzymes de restriction, c'est des enzymes qui reconnaissent une séquence spécifique sur l'ADN et qui vont couper uniquement à ces zones-là. Et si on coupe par EcoR1, vous avez beau regarder, il n'y a pas d'autres sites de coupure de EcoR1. Donc il n'y a que ces deux coupures de part et d'autre du produit de PCR. Donc en fait, si on coupe, on va se retrouver avec le produit de PCR d'un côté et tout le reste du plasmide de l'autre. Donc on va se retrouver avec un fragment qui correspond à la taille du plasmide seul, c'est 3,9 kilobases, et un fragment qui correspond au produit de PCR de 750 paires de bases. Donc une fois qu'on a coupé ce fragment du coup de 750 paires de bases qui correspond au gène Cri1, on va le purifier, en fait on le purifie sur le gel. Et donc on a une grande quantité de gène Cri1 qu'on a extrait maintenant donc, dans notre tube. Alors maintenant ce gène Cri1, il va falloir l'intégrer dans les cellules du chou. Donc il y a deux méthodes, soit c'est la biolistique. Donc on va coller ces fragments d'ADN de Cri2 sur des billes en tungstène et on va bombarder des cellules avec leurs parois avec ces billes de tungstène. Et donc finalement le gène Cri2A va pouvoir rentrer comme ça à l'intérieur des cellules et il y a une probabilité pour qu'il puisse du coup s'intégrer dans le génome. Alors en général, on greffe à ce gène Cri2A un gène de sélection. Résistance à un antibiotique également. Donc là, je ne l'ai pas mis pour ne pas complexifier le schéma. L'autre méthode pour insérer le gène, c'est donc soit l'un soit l'autre. On va insérer ce gène Cri2A dans le plasmide TI de Agrobacterium tumefaciens. Je vous rappelle que c'est une bactérie qui est capable de naturellement induire des tumeurs
dans les végétaux en transférant une partie de l'ADN de leur plasmide dans le génome de la cellule hôte. Et le génome de la cellule hôte va se mettre à produire des auxines, des facteurs de croissance qui vont induire la prolifération cellulaire. Si on modifie légèrement ce plasmide pour le rendre inoffensif, mais qu'à la place de ces gènes de toxicité et de pathogénicité, on met le gène Cri2A, ben du coup, la bactérie Agrobacterium tumefaciens, quand elle va infecter le chou, elle va transmettre son gène Cri2A. Et donc comme ça, on aura une partie des cellules qui seront infectées par Agrobacterium tumefaciens qui pourront avoir intégré ce gène Cri2A. Alors en général, on travaille sur des cellules souches. Donc on sélectionne ensuite les cellules souches qui ont intégré le gène Cri2A, en général parce que en plus de Cri2A, on rajoute un gène de sélection collé en fait, en résistance aux antibiotiques par exemple. Et après, on va cultiver finalement ces cellules souches qui ont intégré le gène. On va les cultiver in vitro pour reproduire en fait une mini plante. Et on va vérifier ensuite l'efficacité de la transgénèse, c'est-à-dire que les plants de choux qu'on a transformés, on va vérifier qu'ils résistent bien aux insectes contre lesquels on voulait les protéger. Il y aura un autre diaporama pour la correction de la deuxième partie du TD. À bientôt et bon courage!